Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! Voici un nouvel épisode de Culte Podcast. On continue notre trilogie sur la science-fiction avec la deuxième partie, la dystopie. Et je regarde autour de moi et je vois que Thibaut est là. Ça a été la téléportation, Ça a été, ouais, je dois pas avouer trop que ça, mouvementé. ici c'est la partie la plus difficile pour ce qui me concerne. Bon, on y viendra. Il faudra prendre peut-être un peu de soma pour essayer de régler les émotions et passer à travers. Peut-être bien. Donc, la science-fiction, surtout la dystopie, a beaucoup de classiques. On pense notamment au Meilleur des mondes, Brave New World, de Aldous Huxley. Tu as lu le livre, j'ai aussi eu l'occasion de lire il y a quelques années, et récemment j'ai vu la série TV qui a été créée par Peacock. Alors on peut en parler. Oui, donc en fait, donc ça a été publié en 1932, donc ça a déjà, ça a 100, ça a presque 100 ans, on va dire. Enfin, on n'y est pas encore, mais donc c'est quand même assez, c'est pas si récent que ça. J'étais assez surpris d'ailleurs parce que dans mon esprit, c'était pas aussi vieux. Pour moi, ça en fait, je vais d'abord un peu parlé avant de raconter. En fait, ça a toujours été, je pense, un livre à lire parce que moi, je me rappelle très très fort j'avais découvert à l'école et cette fameuse scène en fait qui arrive très tôt au début du roman où en fait on présente, tiens, ben voilà comment on produit finalement les humains aujourd'hui. On a tous ces types d'embryons, voilà comment on fait cela, voilà quel stress on leur fait subir pour leur permettre de ne finalement correspondre qu'à une certaine catégorie d'individus. Donc en fait, on fait l'eugénisme et c'était quelque chose assez glaçant. Donc moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué et dit, voilà, sans doute quelque chose vraiment à lire. Alors, donc oui, au début, en fait, on a ça, donc on est dans un futur quand même assez lointain, un peu difficile à dire quand exactement, parce que en fait, on appelle ça, c'est une nouvelle humanité, une nouvelle ère. Donc on est en l'an 632 de notre Ford, et Ford est une espèce de nouvelle divinité, on va dire. Et donc, en fait, les humains sont classés comme ça en catégories. Et plus on est haut, mais plus on a évidemment de privilèges. Les catégories basses de la société étant uniquement là pour travailler et produire des choses dans des usines, par exemple. Alors, ce qui est aussi particulier, c'est quand il y a plus, les gens ne se reproduisent plus, puisque en fait tout est fait en laboratoire. Tous les fœtus, voilà, sont conçus en laboratoire. Et voilà, donc on a ces castes d'individus. Et alors, pour les castes supérieures, en tout cas, ce qui est vraiment érigé en sommet, en tout cas, l'objectif, en fait, c'est vraiment le bonheur. En fait, c'est la société où le plaisir, le bonheur doit être roi. Et qui permet finalement d'avoir la stabilité aussi, puisqu'on est un peu finalement dans une forme de dictature, évidemment, puisque tout est planifié, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas voilà, on est vraiment dans une sorte de dictature. Et pourtant, en fait, je ne vais pas tout raconter, mais et pourtant, il y a quand même, même si tout est planifié, si le monde est comme ça, il y a des zones un peu sauvages, on va dire, qu'on peut visiter, un peu à la manière de zoo, ou qu'on pourrait finalement rapporter à des espèces presque de réserves naturelles, puisque ces endroits sont complètement fermés du reste du monde. Et un jour, en fait, un des personnages principaux va aller visiter cet espace sauvage, faire la rencontre d'un sauvage, justement, et qu'on appellera d'ailleurs le sauvage tout au long du livre. Et ça va entraîner certains événements dans la suite du livre. Ce qui est intéressant, donc moi, dans l'édition dans laquelle que j'ai lu, qui est sortie donc bien après forcément sa parution initiale en 32, l'auteur avait ajouté une préface, et donc cette préface datait de 1946, dans laquelle il expliquait, l'auteur, en fait, les auteurs seraient tentés de toujours vouloir revoir leurs livres, et il faut un peu se garder de faire ça, mais selon lui, il y avait quand même quelque chose qui manquait très très fort, et qui est que la menace atomique était complètement absente. Et il trouvait que c'était un très grand manquement à son roman. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la menace atomique n'a pas du tout disparu. Elle est même un peu revenue à l'avant-scène avec la guerre en Ukraine. On n'est plus non plus dans ces espèces de blocs de guerre froide. Donc, je suis un peu plus prudent sur cette nécessité d'introduire ça. Peut-être que même au contraire, si on avait cet aspect, cette menace atomique, ça aurait vieilli le roman peut-être un peu plus finalement. Donc effectivement, il ne faut pas toujours vouloir revoir à l'aune d'événements récents
un livre qu'on aurait écrit. Alors, évidemment, quand on écrit un peu des dystopies comme ça, de la science-fiction, c'est toujours comment est-ce que ça vieillit, justement. Moi, je trouve qu'il y a des idées vraiment très, très intéressantes. Donc, la société du plaisir, le bonheur est roi, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois aujourd'hui, finalement. Dit des gens qui on promet juste le bonheur et à qui qu'on essaie de ne pas trop perturber, on va dire, c'est des gens qui vont être, qu'on va pouvoir plus facilement manipuler, enfin en tout cas en faire ce qu'on veut. Donc je trouve que ça a beaucoup d'actualité. En revanche, là où pour moi ça a vieilli, c'est qu'on a tout l'aspect technologie qui fait défaut. Donc on a des petites armées comme ça de Epsilon ou de Delta, ou des castes inférieures qui sont dans les usines, qui produisent à l'appel, mais on n'a pas tout l'aspect, je dirais, mécanisation, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'écran. Alors évidemment, c'était en 1932, mais tout ça en fait fait que le roman a malgré tout vieilli. Voilà. Et la deuxième chose aussi, et ça c'est marqué par toute on aura l'occasion d'en parler plus tard aussi, et peut-être dans d'autres thèmes, c'est qu'on est la logique de ces deux blocs, de la guerre froide, etc. Aujourd'hui, en fait, on n'est plus trop là-dedans. On est dans un monde multipolaire où on a une quantité d'acteurs autour du monde. Ça n'avait pas été prévu non plus dans ce livre. Voilà. D'accord. Moi, de mon côté, j'ai lu le livre il y a quelques années, puis j'ai eu l'occasion de regarder la série pour préparer le podcast. La série, c'est une série éponyme qui se base donc sur le roman en grande partie. La série, du moins, insistait beaucoup sur le fait que les habitants vivent et font partie d'un corps social, un tout. On insiste beaucoup sur l'absence de vie privée, par exemple. Donc chaque individu porte une lentille qui le connecte au réseau central, qui s'appelle Indra, et tout le monde peut changer entre guillemets de chaîne et voir ce qu'il se passe dans certaines zones de la ville ou de leur monde. Donc si par exemple il y a une révolte des Epsilon, donc les bras de la société, il y a une sorte de taux d'activité qui augmente et il est possible de changer de chaîne et de voir et de participer à ce qu'il se passe en regardant les événements à travers la lentille d'autres citoyens de la cité. Donc la vie privée est presque réduite à néant. Il est possible d'enlever cette lentille, mais alors on se fait un petit peu rabrouer par ses supérieurs, donc surtout les alpha et les bêta qui vont rabrouer les classes inférieures, les delta, les gamma ou les epsilon, d'avoir retiré cette lentille. Et une deuxième partie qui est la violence et les sentiments qui sont extrêmement réduits, ils sont réduits à néant, où dans la série on va insister beaucoup sur la prise de cette drogue, le soma, qui est une pilule colorée qui peut calmer et qui annihile les sentiments, les frustrations, les peurs. Donc lors d'une discussion, si quelqu'un s'emporte un petit peu, on peut voir les deux personnages prendre une pilule et puis après quelques secondes se relâcher et revenir à de meilleurs sentiments. Donc ce sont des sentiments qui sont mis sous pression, entre guillemets, et qui restent dans la cocotte minute qui est le corps humain, qui sont chaque fois dissipés très rapidement. Et aussi l'absence de monogamie. Donc tu parlais du plaisir, ici on insiste sur la polygamie est instaurée, est encouragée et la monogamie n'est pas interdite mais est fortement critiquée et très mal vue. Étant donné que l'idée de la monogamie c'était pour créer une famille, ici le concept de famille n'existe plus étant donné qu'on ne donne pas naissance à un fils, à une fille, ce côté n'existe plus du tout. Et alors, donc, il y a eu le côté de voyage dont tu en parlais. On suit en fait les aventures de quelques personnages dans le New London, qui est une cité lunaire, et la vie aussi dans Savage Land, la partie plutôt sauvage qui semble se passer sur Terre, qui est une sorte de cité ou de terre musée avec des conditions climatiques plus difficiles, des ressources très limitées et qui dépendent beaucoup de ce tourisme venant de New London. C'est notamment un passage obligé pour les jeunes alpha, donc la classe dirigeante, et la classe qui pense, une sorte de voyage initiatique pour comprendre d'où vient la civilisation actuelle, ce qu'on essaye d'éviter. Donc on essaie d'éviter la violence, la monogamie, le consumérisme. Toutes ces choses sont totalement effacées de la vie actuelle dans le New London. C'est une série, je crois qu'il y a 9 épisodes, qui a été créée par la plateforme Peacock. C'est une nouvelle plateforme de streaming. C'est une série à gros budget, donc on voit quand même qu'il y a de beaux effets spéciaux, bel investissement dans les décors. Mais malgré ces décors, cet environnement qui sont plutôt réussis, le jeu d'acteur manque un petit peu de dynamisme. Les dialogues peinent à démarrer, à donner une sorte de suspense aux épisodes. C'est peut-être causé par les pilules Soma qui sont censées calmer et avoir cet effet relaxant, cet effet calmant
aux acteurs. Donc ça nous donne au final une œuvre qui est plutôt tiède, il n'y a pas non plus d'effet binge-watching où on se dit oh, je viens de terminer un épisode, il faut que je regarde le prochain. On termine un épisode et puis on peut attendre le lendemain ou la semaine prochaine pour regarder un autre. Donc ça manque un peu de dynamisme et d'entrain. Quelques niveaux, tu as bien fait d'en parler parce que du coup c'est vrai que moi je ne pensais plus au soma ou la monogamie qui n'était en tout pas encouragée, on va dire. Toutes ces dimensions-là sont bien présentes dans le roman. En revanche, moi l'espèce de lentille dont tu as parlé, ça je pense que c'est une nouveauté qui a été introduite parce que ça me dit rien du tout. Ouais, je pense que c'est pour pallier aux écrans dont tu parlais. Oui, Ouais, éviter peut-être, parce qu'on ne voit pas vraiment d'écran, tout se fait souvent sur les lentilles. Il est possible de voir un hologramme de son interlocuteur aussi, de s'appeler via cette lentille, je pense, mais les écrans ne sont pas présents. Et alors le dernier point, c'est sur la religion. Donc tu parlais d'une nouvelle divinité. Ici, ça a l'air d'être plutôt un monde athée. On ne parle pas du tout de divinité, de Dieu, de religion. J'ai l'impression que ça a disparu de cette œuvre quand elle a été portée à l'écran. Mais je ne sais pas si divinité était le bon mot, mais en fait, j'imagine qu'en plus que quand on dit l'ancêtre de notre Ford, en tout cas, ça fait référence à quelqu'un, quelque chose. Et bon, pour moi, quand on voit qu'on a des petits des epsilons qui travaillent dans des usines, ça fait évidemment référence au Fordisme. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Oui, enfin, en tout cas, je ne me rappelle pas qu'il y ait de pratiques religieuses, mais en tout cas, ce notre Ford est vu comme une espèce de divinité. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il ne s'agit pas de Indra, alors peut-être de ce système central? Ça pourrait être autre chose. Ça me dit rien du tout. Et alors, pour revenir sur la partie nucléaire, je pense qu'étant donné que cette société est assez stable, calme, je ne pense pas que si l'œuvre avait dû être écrite, je ne pense pas que ça aurait apporté quelque chose parce que le nombre de tensions est assez limité. Il n'y a pas non plus de guerre ou de menaces très présentes. Donc, je ne sais pas si ça aurait apporté quelque chose dans cette œuvre-ci. Et alors, on peut faire une transition sur 1984, que tu as aussi eu l'occasion de lire. Oui, Qu'en as-tu tout à pensé? fait. Il a été publié en 49, donc là on est un peu plus tard. Alors j'ai mentionné que j'ai lu la nouvelle traduction en fait. Donc Gallimard avait décidé en 2018 de sortir, voilà, de le retraduire. Et c'est l'assez connue en fait traductrice José Camoun qui s'en est chargée. Je dis assez connue parce qu'elle traduit souvent des auteurs américains comme John Irving, Philip Roth. Enfin, voilà, comme ça. Donc pour moi c'est une traductrice que j'ai l'habitude de lire finalement. J'en parle parce qu'en fait certains des termes traduits. Toi tu l'as lu en français? Oui, je l'ai lu en français, oui. Donc tu as certainement lu la traduction originelle. Ici, il y a une petite note, en fait, je commence par là, il y a une petite note d'ailleurs à la fin de la traductrice qui expliquait en fait, très courte, hein, mais qui explique pourquoi voilà, elle a fait le choix de certaines choses et relevait aussi des éléments assez intéressants dans la traduction initiale. Donc par exemple, 1984, tout le monde connaît au moins pour le terme Big Brother, donc grand frère entre guillemets. Et José Camoun relevait que c'était la seule traduction donc en français, alors qu'en italien, je sais pas, ou dans les autres langues européennes, on avait toujours traduit ce terme-là. On parlait de grand frère. Et pourquoi grand frère? Parce que ça faisait référence au grand frère soviétique. Donc elle trouvait intéressant que donc la première traductrice, Amélie Audiberti, ait gardé ce terme-là. Et ça, par contre, il était hors de question de changer ce terme. C'est passé dans le langage commun. Tout le monde voit plus ou moins à quoi ça fait référence. Revenir à grand frère n'avait pas du tout de sens. En revanche, il y avait un terme qui était beaucoup plus problématique, qui était celui de novlangue. Donc, je parlerai tout à l'heure de la novlangue, ce que c'est dans le cadre de 1984. Mais aujourd'hui, en fait, novlangue qui vient de Newspeak, version originale. Aujourd'hui, quand on parle de novlangue, donc je la cite, c'est pour renvoyer à un classique brouillage rhétorique, de l'euphémisation, du jargon. Ça n'arrivait pas en fait à traduire ce qu'était ce Newspeak dans 1984. Et c'est pour ça qu'elle a préféré créer le terme de néo-parler. Bon, il y a d'autres exemples, comme police de la pensée qui devient mantopolis. Et voilà. Mais donc, je le dis parce que si je parle de plus loin de néo-parler, ce n'est pas pour rien. Donc ici, en fait, on est dans une société, en fait, donc de nouveau, on est, je sais pas si en 1984, oui, forcément. Et donc là, donc le monde, en fait, est divisé en une espèce de 3 entités. Chacune est une dictature et fait la guerre aux 2 autres, et par un jeu d'alliance parfois un peu complexe et de retournement de situation. Donc il n'y a plus de liberté d'expression, et dans chacune de ces 3 entités, en fait, c'est plus ou moins la même chose. Donc c'est-à-dire que non seulement il n'y a plus de liberté d'expression, tout le monde est surveillé grâce à des machines en fait qui sont reprises dans chaque logement
qu'on appelle des télécrans, qu'on ne peut jamais éteindre, qui surveillent en fait tout ce qui se passe à l'intérieur, qui entendent aussi tout ce qui se passe dans les intérieurs. C'est valable aussi au travail d'ailleurs. Et en fait, on a au centre, on va dire, du livre un personnage qui s'appelle Winston Smith, qui habite à Londres et qui ne se sent pas très bien et qui se pose la question de savoir si il y a d'autres personnes qui voudraient un peu changer tout ça, sans aller jusqu'à une révolution, mais en tout cas, il y a des éléments dans la vie qui sont devenus tout à fait insupportables. Et donc, il va finalement faire la connaissance d'une femme. Il prend évidemment beaucoup de précautions parce que comme tout est surveillé, qu'il y a des micros partout, il faut faire semblant il faut faire attention à ne pas se rencontrer à n'importe où, n'importe quand. Et voilà, ils vont commencer une sorte de... Parce qu'il existerait une sorte de société secrète qui combat, on va dire, le parti qui dirige tout. Alors donc ils vont essayer pas d'entrer en contact, mais de se renseigner et d'entrer dans une sorte de résistance, sauf que, je vais pas trop spoiler, mais en tout cas, ça va pas fonctionner et ils vont finir par se faire prendre. Alors moi j'ai trouvé ça absolument horrible, mais complètement glaçant, et beaucoup plus que le meilleur des mondes, parce que le meilleur des mondes finalement, le procédé là de multiplication des embryons est assez, je vais pas dire fantasque, mais en tout cas peu réaliste. Je trouve qu'on n'y croyait pas trop. Donc même si l'eugénisme est glaçant, je trouve que cette partie-là était la moins crédible, en tout cas du livre. Et moi, je voyais plus le meilleur des mondes comme voilà quelque chose de tout à fait imaginaire. 1984, je trouve, a beaucoup plus de racines réalistes, ou beaucoup plus basé sur le stalinisme, vraiment tel qu'il a existé, et une forme finalement de communisme qui est pratiqué en Chine aussi. Je dis une forme parce que je ne sais pas si on peut encore parler de communisme, en tout cas en Chine. On a un parti unique qui surveille de plus en plus les gens. On a tous déjà vu la reconnaissance faciale dans les métros, des choses comme ça, des gens qui reçoivent des notes, qui se comportent bien, etc. Cette société vraiment du contrôle absolu de tous les comportements des individus fait vraiment sens encore aujourd'hui. Alors, la dernière partie, donc, où je ne vais pas rentrer dans les détails, où ils se font prendre, en fait, où les deux personnages principaux se font prendre, les séances de torture qu'on leur fait subir, qui sont des tortures à la fois physiques et psychologiques. Tout ça, cette partie-là, je trouvais horrible et très difficile à lire, en fait. Je trouve l'aspect physique, douleur, est quand même assez bien décrit. Alors, tout l'aspect psychologique qui est de comment apprendre les gens à ne plus penser et à double penser, parce qu'en tout cas, donc, c'est le terme qui est utilisé par l'auteur, donc c'est-à-dire comment arriver à prouver que 2 et 2 font 5, par exemple, ou que 2 et 2 font 3. Eh bien, grâce au double pensée, on peut y arriver. Et donc, c'est tout un travail sur la pensée même, qui interdit finalement je parlais de liberté d'expression, mais même toute liberté de pensée, qui pour moi j'avais l'impression d'assister à un stade ultime de torture, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé la lecture, pour le coup, vraiment très très difficile, sans doute parce que cette forme de totalitarisme est pas complètement fantasque, au contraire du meilleur des mondes. Maintenant, là où pour moi ça a quand même ses limites, c'est que je crois pas qu'une société où on contrôle à ce point la production qu'en fait on contrôle même les carences. Donc c'est-à-dire que les gens n'ont pas assez à manger, où il n'y a pas de plaisir en fait, parce que tout le monde est juste prié de remplir les fonctions qu'il doit remplir. Je crois que justement, je parlais tout à l'heure du fait que le plaisir est central dans le meilleur des mondes. Cette dimension-là, pour moi, est peut-être un peu manquante, justement. C'est peut-être la seule réserve que je pourrais avoir par rapport à l'imagination de l'auteur qui est vraiment glaçante. Oui, je suis d'accord, c'est vraiment un titre glaçant. Et pour moi, ce qui était aussi inquiétant, tu parlais en fait, voilà, je m'en souviens maintenant, tu parlais de cette double pensée. Moi, ça m'appelle beaucoup les fameuses rééducations. Donc, on en entend justement, tu parlais de la Chine, il y a les camps de rééducation. Mm-hmm. Pour les peuples ouïghours notamment, Oui. pour essayer d'effacer une identité, effacer cette identité, essayer de créer une identité chinoise. Oui, ça existe aussi. Mais ce qui était aussi glaçant, c'était la partie, tout ce qui est sur la censure, avec le ministère de la vérité, le fait de ne pas pouvoir éviter, par exemple, la surveillance, le contrôle, l'omniprésence de ces téléécrans, donc cette télévision, vu que ça a été écrit en 48, il y avait aussi un bon niveau d'anticipation sur la présence d'écrans dans nos vies, donc les télévisions, et peut-être une échelle un peu plus petite, on parle maintenant des smartphones qui sont sur nous tout le temps, qu'on a accepté comme ça, sans trop se poser de questions, et qui ont des capacités de traçage, GPS, des micros, des caméras.
Donc, tout est dans la poche. Et je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion ou si tu as déjà eu ce genre d'expérience. Par exemple, tu parles d'un sujet avec des amis ou en famille, et par la suite, tu commences à trouver tu es sur Google et tu commences à trouver des publicités sur ce thème-là. Oui, tout à fait. Ou dans ton fil Facebook. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté espionnage qui n'est pas vraiment caché, qui n'est pas non plus aléatoire ou par pur hasard, qui existe. Et une autre partie pour moi qui était assez glaçante, c'est simplement cette idée d'avoir 3 empires qui se font une guerre perpétuelle, sans réel objectif, simplement pour garder au pas leur population. Mhm. Donc, simplement des guerres, des pastiches de guerre, donc de fausses guerres, avec toujours une menace peut-être nucléaire ou une menace d'un autre type, simplement pour éviter les révoltes, pour nous dire que ça pourrait être pire sous un autre régime, des choses du style. Donc ça c'est une œuvre qui a bien marqué. Je pense qu'il y a eu peut-être quelques tentatives de la porter à l'écran. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder, mais je serais assez curieux de voir à quoi ça ressemble. Je vois qu'effectivement, il y a eu des films. Je ne sais pas s'ils ont marqué, parce que moi, ça ne me dit rien. Et alors, je vois qu'il y a notamment un film qui sortirait, alors du coup, cette année. On est dans l'actualité en même temps. Ben, un film finlandais, apparemment. Je ne sais pas si c'est sorti, mais bon, donc juin 2020, ouais, sorti en juin 2023 en Finlande, apparemment, 1984. Je sais pas du D'accord. tout, ça a droit à une sortie internationale ou... Comment ça ne me dit rien? Ouais, je regarderai si j'ai l'occasion. Et puis alors, je voulais faire une transition vers une autre œuvre qui s'appelle Kallocain. C'est une œuvre de Karin Boye. Karin Boye, c'est une auteure suédoise. Le livre est sorti en 1940. Donc, elle a été fortement influencée par ce qui se passait en Allemagne nazie avec l'Empire soviétique, les changements de société qui étaient forcés par ces gouvernements. C'est une œuvre qui a fortement influencé le 1984 d'Orwell. Et cela se sent. Donc, quand on lit le livre, on a l'impression de voir des sortes d'appendix de 1984 ou des parties qui auraient été raturées et qui n'auraient pas été utilisées. Les mondes sont très similaires. La terreur est vraiment présente dans les deux cas, donc aussi dans Kallocain et dans 1984, même si je trouve que 1984 est plus abouti. Alors de quoi s'agit-il en Kallocain? Kallocain, c'est en fait une drogue. On revient aux drogues comme on parle souvent dans les dystopies. Et on va suivre Léo Cal, qui est un chimiste qui travaille pour l'État. C'est une société qui est assez muselée. Donc la police a des yeux et des oreilles dans la rue et dans les habitations privées. Pour une raison technique, seuls les ascenseurs ne sont pas sur écoute, mais par méfiance, en général, les individus évitent de parler et de s'y adresser la parole par peur d'être soupçonnés de complotisme. Donc Léo Cal, ce scientifique, il a une vie plutôt morose, il a des enfants, 2 ou 3, mais la relation avec sa femme commence à se dégrader et il va commencer à penser au divorce, qui semble d'ailleurs être une pratique assez courante après quelques années de vie commune, quand les enfants atteignent l'âge de 7 ou 8 ans et partent en camp de formation. Donc on parle d'éducation, de rééducation. Si on a des camps de formation pour préparer les futures générations, les couples se séparent en général après, à ce moment-là, et vont essayer de trouver de nouveaux partenaires pour continuer à procréer. Donc ça, c'est pour les relations humaines. Et de son côté, Léo Cal, il vit dans un monde où il n'y a aucune confiance. Donc il ne peut faire confiance à personne, étant donné les caméras, les micros. Il est donc impossible pour lui de trouver une sorte de refuge dans les relations humaines, donc que ce soit le mariage, l'amitié, les collègues, parce que le problème, c'est que tout le monde peut dénoncer tout le monde. Le chef peut dénoncer ses employés et les employés peuvent dénoncer leur chef. Le mari peut dénoncer sa femme ou la femme peut dénoncer son mari. Donc, c'est une société qui est vraiment basée sur la terreur et la peur, la paranoïa. Et lui, malgré cet environnement, il va avoir un succès assez retentissant au travail. Il va créer une drogue qui est une sorte de sérum de vérité et qui, une fois injecté, fait dévoiler à la personne tous les secrets, tous les sentiments, même ceux qu'on pourrait garder inconsciemment. C'est un peu ouvrir la boîte de Pandore parce que l'État y voit directement la possibilité d'éliminer toute criminalité, pouvoir interroger n'importe qui et d'avoir une idée sur les pensées, même les plus profondes. Et donc le livre va suivre un peu ce cours-là avec un côté positif dedans pour sa femme qui mieux se comprendre, qui va en fait comprendre que la vie qu'elle mène n'est pas celle qu'il lui faut après s'être fait injecter ce produit. Donc elle va avoir une sorte
d'éclaircissement, une sorte de clarté mentale où elle va se rendre compte que cette vie-là n'est pas la vie qu'il lui faut. Et c'est peut-être le seul point positif dans cette dystopie, malgré l'oppression sociale ambiante. Donc c'est une œuvre assez courte, mais qui pose aussi les bases de 1984 et d'autres, donc que je peux recommander. Alors j'ai eu l'occasion, j'ai pas Netflix, hein, mais pour changer un peu et parler série, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire jusqu'ici, j'ai eu l'occasion de voir quelques épisodes en fait de Black Mirror. Black Mirror, je sais pas s'il faut encore présenter la série parce que c'est tellement connu, ça a eu tellement de succès aujourd'hui. Et donc voilà, en fait les épisodes sont disponibles sur Netflix. Mais pour ma part, en fait, j'ai bénéficié d'une diffusion sur France 2. Alors je sais pas pourquoi, ils avaient acheté quelques épisodes et ils les ont tous diffusés en une soirée. Je n'ai même pas eu l'occasion de tous les voir d'ailleurs, genre de 21h à 4h du matin. C'était un peu bizarre comme diffusion, c'était un peu gâché, je trouve, alors c'est quand même reconnu comme une série de grande qualité, mais soit. Donc moi, j'ai en tout cas pu en profiter pour quelques épisodes. Alors j'ai notamment vu, alors ce qui est très particulier d'avoir commencé par là pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que ça s'appelle série, mais en fait chaque épisode peut être regardé de manière tout à fait indépendante les uns des autres, parce que ça va traiter d'une thématique différente et on ne va pas retrouver les mêmes personnages. Donc, on a c'est de la science-fiction, donc on a des futurs alternatifs, on va dire, à chaque fois. Et c'est l'occasion de mettre en lumière certains thèmes qui ne sont pas les mêmes d'une fois à l'autre. Alors, j'ai notamment vu l'épisode Nosedive, je ne sais plus, j'ai noté, qui donc le premier épisode de la saison 3, où en fait, on décrit une société où on note les gens et on a tous des étoiles et plus on a un nombre d'étoiles élevé, c'est un peu ce qu'on fait nous en critiquant d'ailleurs les livres. Mais bon, on ne critique pas les gens, nous. Ouais. On a quand même le droit de critiquer, non? Ouais. Oui, De penser pour nous-mêmes. Oui, on ne note pas les gens. En tout cas, donc là-bas, on note les gens pour tout. Et donc, le serveur ça commence un peu comme ça, le serveur qui nous donne notre café, nous sourit, hop, on va lui donner 5 étoiles. En revanche, s'il ne nous jette pas un regard, peut-être qu'on va lui donner une mauvaise note. Alors, ce système de notes permet en fait d'accéder à certains services. Donc, on va pouvoir acheter une maison dans un quartier chic que si on obtient un certain nombre d'étoiles. Et se développe d'ailleurs toutes sortes de métiers pour nous aider à augmenter notre score. Bon, pour le personnage principal, qui est une jeune femme, et qui est bien notée, mais qui n'est quand même pas dans le niveau, le top niveau, n'est pas une grande influenceuse, on va dire. Elle cherche en fait à avoir plus parce que ça va lui permettre d'acheter la maison de ses rêves. Et tout va déraper en fait. Voilà, donc c'était un épisode intéressant parce que ce fait de noter les gens, on parlait tout à l'heure de la Chine, les bons comportements, etc. C'est quelque chose qui finalement se passe déjà un peu, donc assez finement observé. Alors je voudrais encore surtout parler de deux autres épisodes. Donc le premier c'est San Junipero, donc c'est le 4e épisode de la saison 3. Et pourquoi je veux en parler? Parce que aujourd'hui le sous-thème, le sous-genre de la science-fiction, c'est surtout la dystopie. Et pourtant là, on a une fin qui n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on peut voir par le passé, qui est même empreint d'un certain, on verra aussi dans l'épisode suivant dont je vais parler, d'un certain romantisme. Donc je trouve des respirations dans cet univers de dystopie qui font un peu de bien et qui offre justement un autre regard. Tout ne doit pas forcément toujours mal se terminer. C'est un peu ce que je reproche à la science-fiction, c'est on est souvent dans des sociétés, on se trouve souvent dans des sociétés horribles, quoi. Comme s'il y avait une sorte de fatalité qui parfois me dérange un peu, on va dire. Mais là, on a quelque chose de très, 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 très différent, puisque en fait, on comprend pas les choses de cette façon-là au début. En fait, on a deux femmes qui se rencontrent dans une espèce de fête, une très introvertie et l'autre un peu son inverse, extravertie. Et pourtant, on a l'impression que l'univers fait plutôt penser aux années 70. Et en fait, elles ont une espèce de coup de foudre. Enfin, en tout cas, la fille introvertie n'ose pas. Mais finalement, ces deux personnes vont avoir une relation, mais elles ne se rencontrent que le soir. Et on va découvrir petit à petit pourquoi elles ne se rencontrent qu'à certains intervalles. Et je ne vais pas évoquer la suite parce que ce serait un peu tuer tout le suspense, l'idée formidable de l'épisode. Mais en tout cas, ce que je tiens à mentionner, en tout cas, c'est qu'on n'a pas quelque chose qui finit mal comme on a toujours l'occasion d'en parler depuis le début de ce podcast. Et alors, le dernier épisode que je voudrais évoquer, il s'appelle Hang the DJ, donc pendez le DJ. Ça, c'est l'épisode 4 de la saison 4, où là, en fait, on est dans une société où on a, pour trouver l'âme de sa vie, enfin, l'homme, la femme de sa vie, on se remet
entièrement et uniquement à une application. Et cette application nous fait rencontrer selon qui nous sommes, nos expériences passées, des personnes et nous dit directement, en fait, ben voilà, vous allez donc rencontrer, vous avez une sorte de match, donc on ne choisit personne, hein, ça nous dit directement, j'ai trouvé quelqu'un pour à vous faire rencontrer, donc vous devez vous rendre à cet endroit à telle heure. Et puis après, ensemble, une fois que les deux personnes sont là, elles ont l'occasion de voir combien de temps leur relation va durer, puisque c'est le système qui leur dit directement, ben, en fait, vous en avez pour 12 heures, 3 mois, 5 ans. Et ceci, en fait, jusqu'au moment où, théoriquement, on devrait rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, puisque c'est ce que promet l'application. Très perturbant parce que, ben, de nouveau, en fait, on a, sans remettre à des applications pour sa vie, et quoi de plus intime finalement que de décider d'une relation amoureuse, ben, c'est un peu ce qu'on vit, et en même temps, c'est un cran plus loin. Donc, je trouve que ça, une fois de plus, assez bien vu. Et en même temps, on a un final assez inattendu. J'ai vraiment pas envie de raconter parce que ça fait tout le sel de l'épisode aussi. Mais voilà, donc des épisodes, donc j'en ai parlé que de 3 ici, mais extrêmement différents, vraiment finement observés. Et chacun d'entre eux, du coup, peut se voir presque comme un petit film. Donc je trouve ça très très intéressant. Et même moi qui ne suis, vous l'avez compris, pas un fan de science-fiction, c'est une série que je pourrais prendre plaisir vraiment à découvrir pour tous ces autres épisodes. Oui, moi je trouve que c'est vraiment une série qui garde une qualité extrêmement élevée. Peut-être que le secret, c'est de faire chaque fois des épisodes qui sont totalement décorrélés. Le fait de n'avoir aucun lien entre les épisodes, uniquement peut-être le fait d'avoir la technologie en arrière-fond, le fait d'avoir le côté dystopique aussi. Mais à part ça, c'est à chaque fois de nouveaux acteurs, de nouveaux producteurs qui apportent une nouvelle énergie avec des scénarios très originaux, et j'ai eu l'occasion de regarder tous les épisodes. Il y a une nouvelle saison qui est sortie récemment, peut-être un cran en dessous, mais qui reste très intéressante aussi. Personnellement, je trouve que San Junipero, c'est mon épisode préféré. J'ai trouvé qu'il était fantastique. Vraiment une belle histoire d'amour avec un épisode avec une fin qui est moins tragique que l'habitude, plus douce, très poétique, avec peut-être pour la première fois les effets positifs de la technologie, ce qui est assez rare dans le monde de Black Mirror. Oui, tout à fait. Et même dans la science-fiction de manière générale. Oui, ça se termine très rarement d'une belle manière. C'est peut-être un petit peu osé, mais moi j'aurais quand même tendance à dire que si l'épisode avait peut-être été un petit peu plus long, sous forme de film, il aurait pu glaner quelques prix, parce que j'ai trouvé qu'il avait juste à tout niveau, sans effets spéciaux extraordinaires. C'était simplement vraiment une belle fable, et ça a été très bien réalisé. Le jeu d'acteur est aussi juste ce qu'il fallait, et puis vraiment une belle histoire, donc ça je recommande. Et pour Nosedive, c'est intéressant de voir cette descente aux enfers, et puis de voir que le personnage principal, Lacey, quand elle comprend qu'elle a tout perdu, en fait, ça la libère. Elle sort de cette prison de système de cotation. Elle décide de vivre une vie sans se soucier du regard des autres. Et c'est à ce moment-là qu'elle se sent peut-être le mieux. Je pense qu'elle rencontre une chauffeuse de poids lourd qui a un très mauvais score et qui lui fait ouvrir les yeux. C'est un chouette épisode pastel avec une sorte de satire plutôt doux sur nos insécurités et le regard des autres qui est trop omniprésent, je pense, dans certains cas. Vraiment bien plu. Alors, on peut, étant donné qu'on parlait de télévision, on peut parler d'une œuvre de Ray Bradbury qui a été influencée par l'omniprésence des médias de masse. Donc on pense par exemple à la TV et à la radio. Fahrenheit 451, c'est un livre qui est sorti en 1953 de Ray Bradbury. Et de quoi s'agit-il si on parle de Fahrenheit 451? C'est en fait la température, donc en Fahrenheit, à laquelle théoriquement le papier s'embrase. C'est le point d'auto-inflammation du papier. Donc ça représente, en degrés Celsius, c'est 233 plus ou moins. Et donc, c'est un monde où certains livres sont interdits et des pompiers sont chargés de les détruire. Alors, pourquoi sont-ils chargés de les détruire? Ça, je vais l'expliquer dans un moment. Et l'idée, c'est en fait de détruire la littérature ou limiter et réduire le savoir et les connaissances. Et on va suivre un de ces pompiers pyromanes, Guy Montag, qui a comme tâche principale de trouver ces livres dans des bibliothèques, chez des particuliers, et d'y mettre le feu et de les détruire. Mais après quelques temps, il a une sorte d'épiphanie. Il va commencer à se rendre compte que ce qu'il fait est immoral, et il va changer d'avis pour consacrer
sa vie à la sauvegarde et la protection des livres. Donc, c'est en fait une œuvre qui a été inspirée à Bradbury par les bûchers de livres qui étaient organisés en Allemagne nazie, aussi à la répression idéologique en URSS. Et Bradbury, c'était aussi quelqu'un assez créatif qui a vu le danger de la télé-réalité, des émissions de séries dramatiques qui durent 1 heure avec des accroches toujours pour tenir les téléspectateurs sous le joug du suspense. Donc ça, c'est une réflexion qu'il a eue par après, mais c'était sur le danger qu'apporte la télévision par rapport à la lecture, par exemple, et qui pouvait totalement mettre la TV et la radio pouvaient mettre en danger la lecture. C'est ce qu'il avait l'impression à l'époque, ça a encore empiré aujourd'hui. Maintenant, on est entouré de distractions et se lancer dans une lecture peut être compliqué, étant donné la pollution sonore et toutes les tentations écranesques, si je peux dire, qui puissent nous entourer. Donc, l'histoire ici, pour expliquer pourquoi les pompiers sont maintenant devenus pyromanes, les avancées technologiques ont permis aux bâtiments d'être ignifuges, fireproof, ils ne peuvent pas prendre feu. Donc, il a fallu recycler ces professions et donc on leur a assigné cette nouvelle tâche qui est de s'occuper des livres parce que là où le gouvernement estimait que les livres étaient de toute façon condamnés parce qu'ils causaient des sources de pensées plutôt confuses, déprimantes et ils ne faisaient que compliquer la vie des gens. Donc, il a fallu lisser tout ça avec la télévision, la radio, des œuvres qui ne fâchaient personne. Donc, on pourrait dire que ça part d'une bonne intention, j'imagine, mais comme on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On en arrive à un monde où on commence à brûler des livres. Par contre, je trouve un thème assez commun entre Fahrenheit, le meilleur des mondes, 1984, où on a un individu, vraiment plutôt unique, qui est le centre du roman et qui travaille pour le gouvernement et qui va avoir ce moment de clarté, d'esprit d'éclaircissement. Il va se rendre compte que ce qu'il fait est amoral et qu'il faut changer de bord, combattre le système. C'est un thème qui semble revenir pas mal. J'ai trouvé que en soi, le livre était assez bien écrit, divertissant. Je le recommande. Thibaut, peut-être tu fais une pause science-fiction, mais ça pourrait valoir le coup. Et puis alors, il nous en reste un, Oui. Chien 51 de Godet. Oui, donc ça, on a quelque chose de beaucoup plus récent, puisque, plus si je l'ai indiqué, donc Chien 51, ouais, c'est sorti en 2022. Donc de Laurent Godet. C'est un de mes écrivains préférés, donc même s'il écrit de la science-fiction, j'y vais quand même avec plaisir, on va dire, pour voir ce qu'il en est. Et c'est la première fois que c'est à la science-fiction, parce que c'est pas du tout, il ne fait pas du tout de littérature de genre, voilà, il s'attaquait vraiment à quelque chose de différent. Et donc ici, on a en fait de nouveau dans un futur où, en fait, la Grèce qui croulait sous les dettes a été achetée par une société, et donc il n'y a plus vraiment de pays. Il y a une société qui dirige, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, maintenant, on a 3 zones. En fait, la zone 3 étant la plus polluée, celle qui n'est pas protégée, alors que la zone 1 est protégée par un dôme de toutes les attaques climatiques, notamment. Et donc là où on vit très très bien. Et le personnage principal, Zem, donc s'appelle Zem, est un chien, donc c'est-à-dire un policier de la zone 3. Et donc lui est obligé de vivre dans une situation assez déplorable. Et pourtant, en fait, il va y avoir en fait il va retrouver un corps, et ceci va donc mener une enquête qui risque bien de faire vaciller un peu les systèmes mis en place, les systèmes politiques qui sont mis en place. Alors franchement, ça me désole de le dire, parce que j'adore Laurent Godet, je trouve que c'est quelqu'un en plus d'extrêmement sympathique. Pour l'avoir déjà rencontré, notamment en séance de dédicace, ou pour l'avoir écouté dans des interviews à la radio, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant qu'auteur, mais aussi humainement. Et là, je suis passé complètement à côté. Je trouve que c'était vraiment pas réussi, même plutôt raté, parce que ce système de zones, en fait, il recycle beaucoup de choses qui ont déjà été lues, déjà été vues auparavant. La seule, pour moi, vraie nouveauté, c'est le côté catastrophe climatique. Ce qu'on pourrait d'ailleurs reprocher à des précédents livres dont on a parlé, c'est que, oui, cette dimension climatique est complètement absente. Aujourd'hui, si on doit écrire de la science-fiction, c'est impossible de ne pas y penser. Et pour moi, c'est la seule vraie nouveauté. Tout le reste, c'est du déjà vu. Ce qui fait aussi le charme de Laurent Godet, c'est son écriture. Je trouvais l'écriture un peu rêche, avec des phrases courtes, tout ça. Ici, j'ai trouvé beaucoup plus classique, on va dire. Donc moins, si je vais prendre je reconnaîtrais beaucoup moins son style si on ne me disait pas que c'était lui. Et donc beaucoup plus impersonnel finalement, ce qui était dommage. Avec juste parfois la tentative de
faire exister des voix. Donc c'est quelque chose qui était très marquant dans son roman Ouragan, par exemple, où on a cette voix qui revient à plusieurs reprises. Et là, voilà, il y a une tentative comme ça, 2 ou 3 passages, je trouve, comme s'il essayait de remettre un peu de lui-même. Et le problème, c'est que ça fait très artificiel et que ça fonctionne pas. Et le dernier élément qui m'a pas du tout plu, c'est tout le dénouement de cette affaire. Les pièces s'emboîtent trop bien pour faire le puzzle, quoi. Donc moi, j'y croyais pas du tout. Voilà, ça me désole vraiment parce que je le répète encore, il faut lire Laurent Godet. Je trouve que c'est un écrivain contemporain majeur. On disait quand on a parlé du Nobel qu'on trouvait que en tout cas, j'ai commencé par dire, et je pense que tu m'avais suivi, c'est quelqu'un qui pourrait prétendre à un Nobel pour tout ce qu'il apporte dans sa littérature, mais ici c'est un peu malheureusement un peu un coup dans l'eau. Oui. C'est peut-être un rêve de gosse d'écrire un peu de science-fiction. J'ai pas lu d'interview à ce sujet-là, comprendre un peu, parce qu'il sort un peu de sa zone de confort. C'est souvent plutôt classique, pas vraiment historique, période contemporaine. Et là, c'est se lancer dans quelque chose de plus fantastique, sci-fi. Mais en tout cas, ce que j'ai pu lire, il me semble qu'il avait quand même été suivi par ses lecteurs. Donc, je pense que le bouquin s'est quand même assez bien vendu et voilà qu'il avait des retours positifs. Je pense avoir cherché un peu des critiques. Je suis le seul à être aussi catégorique. Donc, voilà, je me suis dit, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Mais je trouve surtout après avoir évoqué toutes ces grandes œuvres, malheureusement, ça ne fait pas le poids. D'accord. J'essaierai de le lire aussi. Ça me tente bien pour me faire un avis. C'est vrai que d'habitude, je suis aussi assez positif. Pourquoi pas. C'est dommage, on termine sur l'épisode sur la dystopie sur une note un petit peu plus faible. Alors que tu auras noté que j'ai quand même dit beaucoup de choses bien, alors que c'était de la science-fiction. Hein. Bah oui, tu vois, on se découvre un peu tous les jours et je pense qu'on fera en futur. Il y a encore pas mal à couvrir. Juste pour revenir sur la partie écologie, désastres climatiques, justement, je pense que Kim Stanley Robinson, donc j'en parlais dans l'épisode précédent, Red Mars, il a aussi écrit au moins 1 ou 2 romans avec ça comme en trame de fond, l'écologie ou un désastre imminent causé par les humains, avec un climat qui s'emballe, que ça pourrait être une lecture intéressante aussi. J'essaierai de le mettre en note de l'épisode si je le retrouve. Je l'ai pas sous la main et il faudrait que je le lise aussi. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à voir ce thème surgir un peu plus dans les futures œuvres en sci-fi. Parce qu'on a beaucoup d'auteurs qui avaient une vision du monde avec des limites planétaires infinies. Donc on ne parle jamais vraiment de manque de ressources. On a un petit peu parlé, soit dans l'épisode sur la dystopie, soit l'épisode précédent, mais on imagine un peu, il y a beaucoup d'économistes ou même de politiciens qui voient encore la Terre comme ayant des ressources infinies, alors qu'on vit dans un monde fini, avec des ressources finies et un espace aussi très limité. Donc c'est vrai que ça peut être un thème intéressant aussi. Mais donc on termine bien quand même cet épisode sur la dystopie. Et alors on va prendre maintenant, on est venu par téléportation, on va prendre une soucoupe volante ou un vaisseau spatial pour aller dans la 3e partie où on va se concentrer sur la science-fiction plutôt philosophique, métaphysique, avec aussi les réalités alternatives. Il y aura peut-être un côté cyberpunk. Donc ça, ce sera la 3e partie sur la science-fiction. On se retrouve bientôt. Merci Tim, à la prochaine. À la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.